Le problème, ce n'est pas le fléau de l'autisme en lui-même, cette maladie congénitale, c'est-à-dire héréditaire, qui touche de plus en plus d'individus, un retard du développement cognitif, du raisonnement et du système nerveux central qui intervient durant la grossesse, mais bien le fait que le fonctionnement différent de la norme soit instrumentalisé par les élites au comportement de psychopathes, donc sans empathie ni altruisme envers l'humanité, en haut de la pyramide sataniste. Nous traversons actuellement une période capitale, à la croisée des chemins, quand l'humanité est artificiellement divisée en deux blocs. D'un côté, les croyants en Dieu, les monothéistes, venant de systèmes traditionnalistes et fonctionnels, donc qui fonctionnent, qui commercent et échangent avec le reste du monde en respectant les règles de la diplomatie et de la politesse, et de l'autre côté des pays mafieux, voyous, qui volent, détruisent et massacrent des peuples entiers pour des raisons matérielles et pragmatiques, à savoir le pétrole et les ressources du sol. Donc, qu'est-ce que l'autisme chez l'enfant et l'adulte? Quelles sont les principales caractéristiques qui les font dévier de la norme psychologique fonctionnelle en société humaine? Je précise bien sûr qu'il s'agit en tout et pour tout d'une compilation d'études scientifiques officielles et qu'il ne s'agit pas d'un jugement ni d'une tentative d'ostracisme de mettre des gens de côté, mais plutôt d'une recherche de la vérité altruiste. Et puis dans une société qui tend vers l'idéal, eh bien les autistes seraient encadrés comme il faut. Pourquoi l'explosion du nombre de cas d'autisme à l'international profite entre guillemets aux élites satanistes qui ne veulent pas le bien de l'humanité, ni sa pérennité, ni sa durabilité dans le temps? Tout d'abord, il faut savoir que le bébé autiste, l'enfant autiste, n'entre jamais en contact visuel avec l'adulte qui prend soin de lui. Pendant qu'on le nourrit, qu'on joue avec lui, à chaque fois que l'on interagit avec lui, eh bien il ne recherche pas le contact visuel ni la présence de l'autre, ce qui est absolument atroce pour les parents. Alors qu'un enfant normal, avec un développement moteur normal, ce qui inclut également les précoces, les surdoués, etc., appelés enfants neurotypiques, a comme tout le monde un besoin vital du regard de l'adulte, de son attention affective, du cœur, et qui plus est d'interaction sensorielle. Il a besoin de la voix de ses parents et des figures d'attachement, comme les frères et sœurs, le toucher, l'odeur du papa et de la maman, etc. En effet, le contact visuel épuise entre guillemets émotionnellement la personne autiste. C'est comme une intrusion incongrue dans l'espace personnel, fragilisé et vulnérable. Chez les gens dits normaux, au contraire, c'est un échange affectif vital et énergétique vital, indispensable à la vie. C'est justement ce qui crée et entretient l'espace social entre les membres d'une même société, c'est ce qui assure les liens entre les protagonistes d'un même organisme humain. Ensuite, le bambin autiste ne réagit aucunement à son environnement humain et vivant, c'est-à-dire organique, ne tente pas d'entrer en contact avec l'autre, ne recherche pas la présence humaine, ne sourit jamais, même en réponse à un stimulus parental, comme peuvent sourire tous les nourrissons des 3-4 mois, voire avant pour l'expression du bien-être, ou les chatouilles, quand on les berce et qu'ils se sentent bien, quand on les nourrit, quand on leur parle tendrement, ou on leur montre un jouet adapté à leur âge. Par exemple, un doudou en peluche, un hochet, un mobile musical ou un livre molletonné. Ensuite, un bébé autiste ne répond jamais à la douce voix aimante de ses parents, qui l'appellent par son prénom.
c'est tellement triste et insoutenable. Il n'exprime pas non plus le moindre intérêt au son de la voix de ses géniteurs, ni d'autres humains familiers du cercle social proche. Il ne comprend pas les signaux verbaux, donc ce sont des mots, des paroles avec un sens et qui ont des intonations, et les signaux non verbaux, c'est-à-dire les mimiques du visage, la gestuelle, les attitudes, la façon de se tenir et le comportement. Ajoutons qu'un petit autiste n'utilise pas de gestes pour communiquer, c'est un langage inconnu pour lui et il n'arrive pas non plus à décoder les gestes des autres. Pourtant, les enfants neurotypiques normaux, eux, commencent très tôt à pointer du doigt les gens ou les objets qui attirent leur attention. Ils agitent volontiers les mains pour saluer quelqu'un ou bien lui dire au revoir. L'enfant normal comprend de surcroît quand on lui montre un objet, alors qu'un enfant autiste ne comprend pas. Il continue à regarder le doigt. Ensuite, le bambin autiste ne joue jamais et ne montre aucun intérêt pour les jouets de son âge. Il ne réagit pas lorsque vous mettez dans son champ de vision une peluche ou un livre ludo-éducatif adapté et il ne se préoccupe pas du tout du monde qui l'entoure. Le jeune autiste ne demande jamais d'aide à ses pairs ou aux adultes et il n'exprime jamais ses émotions. À titre d'exemple, le bonheur de retrouver ses parents après la crèche, les rires et cris de joie lorsque vous l'amusez, les babillements et l'étonnement quand il aperçoit le chat, le mécontentement quand il essaie de sortir de son parc à jeux pour découvrir le monde, s'asseoir, plus tard se tenir debout et un jour marcher. Idem quand l'enfant neurotypique normal tente de réaliser ses premières constructions en Lego ou Kapla et qu'il n'y parvient pas, il se met en colère, hurle et pleure en mode alarme jusqu'à ce que les siens viennent le réconforter et lui montrent comment réussir, créant ainsi un lien affectif, un lien du cœur sincère, un lien d'amour. Quand un enfant normal comprend instinctivement la gentillesse de ses parents et ensuite il la reproduit envers les autres, il comprend le potentiel émotionnel de sa famille qu'on lui transmet sur un plan énergétique élevé par des mimiques faciales, des paroles bienveillantes, des intonations enjouées. Le petit autiste, lui, reste hermétique, complètement fermé aux émotions et aux autres. L'enfant normal comprend l'humour et la gentillesse, c'est-à-dire les allusions taquines, l'empathie, la compassion et les bonnes intentions de l'adulte et la sécurité qu'il confère, qu'il crée pour lui. Concernant le développement du langage, de la communication verbale qui est naturelle et instinctive chez les êtres humains et les animaux, eh bien ce langage apparaît très tôt chez le bébé normal. Chez un jeune autiste, par contre, la parole apparaît très tard ou n'apparaît pas du tout. Donc il faut se fier au tableau. Si un enfant ne parle pas tout de suite, ça ne veut pas forcément dire qu'il est autiste. C'est une concordance de symptomatique. La voix du jeune autiste peut être très molle, comme compressée par les souffrances, et monotone, un peu comme un robot, sans variation d'intonation, selon les émotions qui traversent son corps. Certains autistes répètent sans arrêt les mêmes mots ou bouts de phrases pour s'apaiser. C'est ce qu'on appelle l'écholalie. Ils confondent les pronoms personnels, par exemple pour dire je, pour s'exprimer à la première personne, ils disent tu, il n'y a pas d'espace personnel prédéfini, tout est eux. Ils ne comprennent pas les blagues, ce qui implique le second degré, ce qu'on appelle le sens figuré, ainsi que la logique, et mettre une image sur un mot, c'est-à-dire mentaliser leur vécu, conceptualiser la réalité, s'imaginer des choses, faire appel à l'imagination. Donc, ils ne comprennent pas non plus les sarcasmes, autrement dit l'ironie,
et les moqueries des jeunes de leur âge. Une part significative des autistes qui sont dans l'incapacité de parler n'arrivent à communiquer que par la langue des signes ou des jeux d'images ou de cartes conçus pour eux, qui nous font penser un petit peu aux cartes Illuminati, parfois par des découpages et des collages de photos ou de journaux. Remarquons à propos du développement verbal de l'être vivant et de l'humain en l'occurrence, que plus l'aide thérapeutique de qualité arrive tôt, donc une aide thérapeutique de qualité est faite par des spécialistes de qualité, plus l'enfant se développera et s'intégrera au fonctionnement de la société de communication. On en revient au fait qu'il faut former des médecins, des infirmiers, des auxiliaires de vie. Toutes les bonnes volontés seront indispensables. Un enfant en général comprend facilement la logique mathématique de l'éducation parentale. Par exemple, on ne tape pas le chien parce que c'est mal et que ça lui fait du mal. C'est un être vivant qui a des émotions et qu'il faut respecter. Donc l'enfant intègre très précocement, normalement, les nuances comportementales, les reproches qui peuvent lui être faits et les règles de bonne conduite indispensables à un vivre ensemble réussi. Notons qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il faut, dans un cadre éducationnel, serrer dans ses bras ses enfants et ses proches au moins 5 fois par jour pour un développement neuronal et de la pensée cognitive optimal. Ça évite également les dégénérescences chez les plus âgés. Maintenant, l'hypersensibilité sensorielle. Les enfants et adultes autistes ne supportent pas le contact tactile avec leurs semblables. Cela peut entraîner une crise de panique chez les jeunes gens souffrant du spectre de l'autisme, tout comme certaines lumières trop intenses ou certains bruits trop forts ou trop prolongés. Des crises de colère peuvent alors survenir ou des crises hystériques à cause d'une accumulation de stress et d'anxiété, un débordement émotionnel ou par épuisement sensoriel, trop de stimuli des 5 sens autour. Ils peuvent alors se mettre à faire des gestes répétitifs, ce sont les stéréotypies, se taper, se cogner contre un mur pour parvenir à purger le trop-plein d'émotions destructrices. Donc ça veut bien dire que l'enfant autiste ne va pas bien. Il faut donc essayer de trouver les causes. En réponse à une situation difficile et éprouvante, lorsque l'on a déplacé leurs affaires ou que l'on a changé leurs habitudes ou lors de nouveautés, une rencontre humaine, un nouvel aliment, un nouveau jouet, un nouvel animal de compagnie. Parfois, cela peut être un indicateur de l'approche d'une explosion de rage, lors d'une surcharge émotionnelle ou d'un épuisement énergétique. Rien à voir avec la simple fatigue que tout le monde peut ressentir ou un manque de sommeil chronique, que l'on voit arriver notamment dans le burn-out lorsque les gens ont trop de travail. Durant sa croissance, un humain normal échange avec ses proches et apprend d'eux en imitant le comportement des adultes, leurs actes, leurs paroles, leurs mimiques, leurs intonations et leurs intentions, ce qu'ils ont sur le cœur. C'est l'imitation sociale qui fait que les parents et les enfants se ressemblent tant. Pareil pour les fratries et les familles élargies, les amis et connaissances. Il se forge ainsi une solide base de savoir et d'apprentissage, des savoir-faire, qui leur permettront de vivre et prospérer en société, se développer, s'épanouir, être heureux, et d'assurer une cohésion sociale stable à leur groupe d'attachement, leur pays, leur langue, leur culture, leur religion, leur profession, leur équipe sportive, etc. Ce qui n'est pas le cas des petits autistes, ou alors très péniblement après des années intenses de thérapie. Continuons le listing.
Les enfants autistes ne savent pas être amis avec les autres, entrer en partenariat, comprendre l'autre, l'altérité, la différence, l'aspiration des autres, leurs besoins en alimentation, hygiène, sécurité et bien-être, ses possibles souffrances ou détresses, ses émotions et impressions. Les autistes ont très peur que quelqu'un empiète sur leur espace vital ou au contraire estiment que leur espace vital est partout, y compris chez les autres. C'est une représentation pathologique de la réalité. Les autistes, la plupart du temps, notons qu'ils détestent viscéralement les gens qui viennent de l'extérieur de leur espace vital, ceux qui sont considérés comme des étrangers, ou du dehors de leur cercle habituel et routinier. Ils constituent pour eux une menace vis-à-vis de leur intégrité physique et psychologique. C'est pourquoi certains tendent à une certaine xénophobie et un certain racisme, tous deux infondés. Donc c'est une variation de la pigmentation de la peau qui n'a rien à voir avec le fait qu'on soit contre vous. C'est une des caractéristiques admises des cabinets de thérapeutes. Merci de ne pas trop polémiquer à ce sujet. Chacun a son avis, c'est pas la peine de trop se mettre en colère. À mettre en parallèle avec la conjoncture internationale actuelle et l'impérialisme génocidaire des États-Unis d'Amérique, il doit y avoir un lézard à Londres. Notant que les autistes sont incapables de planification, qu'ils remettent à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, donc quelqu'un qui pourrait les instrumentaliser, un peu comme l'application d'une fausse eschatologie auto-réalisatrice. Et cette eschatologie n'a pas l'air du tout bienveillante envers l'humanité d'ailleurs. Viennent ensuite les intérêts spécifiques, aussi réduits que leur champ de vision oculaire des yeux, qui seront investis à l'extrême et peut-être même à la perfection. Donc en fait, pourquoi ils sont instrumentalisés? Eh bien parce que les autistes pourraient avoir, comme tout le monde, une place de premier choix dans la société, parce qu'ils ont des habiletés que d'autres n'ont pas. Par exemple, ils sont très grands mathématiciens, ils sont très grands informaticiens, très grands analystes, ils peuvent être des Asperger génies. Ce sont des faits historiques qui les passionnent, des chronologies, des chiffres, l'informatique, la politique, etc. Ils peuvent ainsi s'avérer très performants intellectuellement et brillants analystes, tout en ayant un énorme retard affectif. Donc ça peut vouloir dire qu'un d'un point de vue communication et relationnel, ils n'y arrivent pas. Mais d'un point de vue intellectuel, oui, ils sont indispensables à la société. Donc ils peuvent s'occuper de cryptographie tout en jouant avec des jeux de bébés. Les autistes réfléchissent plus par classification, donc ranger par catégorie générique, ranger sans arrêt les voitures ensemble, les avions ensemble, les trains ensemble, etc. Alors que les normopensants sont dans l'émotionnel, l'intuition, l'arborescence, donc la suite logique de penser les unes avec les autres, et le relationnel qu'ils vivent au quotidien et qu'ils voient autour d'eux en famille. Donc ceux qui auront un exemple très positif dans leur famille, qui verront de l'amour et de l'amitié, eh bien, vont le reproduire autour d'eux, parmi les normopensants. Ce qu'ils voient à l'école également est important, au parc, l'imagination de nouveaux mondes à explorer et la représentation mentale de l'infinité du macrocosme. Se représenter en jouant avec des bons hommes, l'amour entre les membres d'une famille, l'amitié entre amis et connaissances, l'entraide entre peuples et le souci du prochain en général. Les autistes s'attardent plus sur les détails que sur le message christique dans sa globalité et sa logique constructive, pensant que conserver sa culture, c'est forcément compatible avec mépriser et rabaisser l'autre. Quand les textes saints des religions monothéistes, dont fait partie la chrétienté, appellent les humains à s'unir harmonieusement dans leurs différences et la piété, le fait de prier. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais on ne rejette pas l'autre parce qu'il a plus bronzé l'été, etc. On constate également une énergie non canalisée chez les autistes, une incapacité à se concentrer longtemps.
Donc on revient bien aux troubles, comment dire, aux troubles du développement. Également une peur de tout ce qui rappelle la grossesse et l'embryon, les bébés, les enfants, nager dans l'eau, qui rappelle le liquide amniotique, le milieu originel de la vie, ainsi que les souris, tous les rongeurs, les axolotls, les belugas, les loutres, les singes, etc. Psychiquement parlant, ils semblent avoir peur d'eux-mêmes et de leur appartenance à la race humaine dans sa globalité. Ils se refoulent en tant que créatures d'ascendance divine et fuient la lumière naturelle. Alors eux, tout seuls, ils ne sont pas coupables de leurs troubles, mais si ce trouble intervient, il faut pouvoir le soigner pour les aider, et il faut essayer d'enrayer la pollution, les métaux lourds, etc., qui favorisent ce trouble et ce fléau à l'échelle du monde. Ce qui pourrait être très utile à une élite sataniste qui ne souhaite pas le bonheur de sa descendance et sa pérennité, le fait qu'il y ait continuité ad aeternam, le fait que l'espèce survive et se perpétue. Il n'y a qu'à voir avec quels yeux de vipère certains s'évertuent à démolir plutôt que construire. Alors je ne cite personne en général, hein, c'est voilà un état de fait. À casser les règles plutôt qu'à promouvoir et assurer l'établissement de valeurs morales pour tous.